une table ronde en fait qui va apporter. On a voulu faire un focus un peu sur ce qui se passait un peu ailleurs en Europe. Et elle s'appelle cette table ronde quelle place pour les solidarités en Europe face à la montée des populismes. On le sait, dans de nombreux pays de l'Union européenne, le populisme politique prend de plus en plus de terrain. Et il faut se poser la question de la place des acteurs de la solidarité dans ce cadre, savoir si leurs financements sont impactés, comment ils résistent en continuant à accompagner les plus fragiles. Pour en parler, j'appelle à la table ronde, et d'ailleurs je voudrais qu'on les applaudisse très fort parce qu'ils viennent quand même respectivement de Bologne en Italie et de Bruxelles. Donc j'appelle Giacomo Sarti, responsable du secteur welfare du centre de formation professionnelle Céphale, et Karine Boussard, chargée de projet de recherche au Conseil bruxellois de coordination sociopolitique et au centre de recherche de Bruxelles sur les inégalités. Voilà, on les applaudit encore s'il vous plaît. Voilà, on est parti. Alors déjà, avant qu'on entame nos discussions, moi j'aimerais que vous puissiez nous présenter très rapidement les associations ou organismes dont vous êtes membre, à la fois dans cette belle ville de Bologne qui marche très fort en championnat. D'ailleurs, on vient de reparler avec Giacomo en Serie A, allez Bologne, et puis aussi pour ce qui concerne Karine à Bruxelles. Donc déjà, Giacomo, qu'est-ce que le centre de formation professionnelle Céphale ? Et bonjour à tous, et je suis heureuse d'être ici et merci à l'UNIOPS d'avoir invité et j'espère être utile. Et, je suis italien, je parle le français pas beaucoup bien. Si. J'espère en votre confiance. Si. Et je suis heureuse d'être ici, je le répète, surtout parce que je vais rencontrer une super amie qui s'appelle Baila, qui est devenue présidente de la Nouvelle-Aquitaine, et de nouveaux amis qui sont Caroline, Rebecca, Adrien et Michael, que j'ai connus hier soir, qui sont des super amis, et Tambien aussi. Et voilà, Céphale. Je vais manœuvrer. Ouais, je pense que là, ça part. Alors, est-ce qu'en régie, on est OK sur le PowerPoint? Normalement, quand on appuie, ça défile. Il y a un petit problème technique. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut me faire un signe ou un... Non, ça marche pas? Il faut appuyer. Je crois qu'il faut que tu appuies sur le bouton vert. Voilà. En fait, tu n'appuyais pas assez fort. Ah, c'est ça, allez. Je suis délicat. Voilà. Alors, Céphale Emilia-Romagna, c'est un organisme de formation professionnelle. Et il y a déjà... Nous avons la fête dans le prochain mai, parce que nous avons déjà 25 ans. Non, 25 ans, oui, je pense. 30 ans. 93. Oui, c'est ça, 30 ans presque. 30 ans presque, voilà. Et nous sommes une coopérative privée et sans but lucratif, accréditée par la région Emilia-Romagna. Il fait partie du système de l'IFP, c'est-à-dire enseignement obligatoire pour les jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans. Nous faisons des formations pour les jeunes, pour les adultes, en particulier pour les personnes de catégories fragiles. Et nous faisons aussi la formation pour les entreprises. Nous sommes plus ou moins 60 employés et nous avons plus ou moins 200 collaborateurs. Le chiffre d'affaires, c'est pas 7 millions et 8 millions, parce que le bilan, nous avons terminé la semaine passée et l'année était une bonne année. Voilà. Où nous trouvons-nous? Nous sommes dans la région Emilia-Romagna, en particulier la base, c'est Bologna. Nous avons des sièges à Ravenna, à Faenza, à Lugo, et Piacenza et Parma. Nord de l'Italie, évidemment. Et que faisons-nous? Et je suis le responsable du secteur, le directeur responsable de welfare, bien-être, et nous faisons des activités, cherchons des solutions pour réduire l'inégalité en reconnaissant, en respectant et valorisant la diversité, évidemment, et à travers de l'activité d'orientation, formation, insertion au travail. Et pour nous, c'est très important de travailler dans une perspective de réseau et de partenariat, toujours avec toutes les réalités locales et en participant au développement du territoire. Et
les catégories sont les catégories de la pauvreté éducative, c'est-à-dire les jeunes à partir d'un... L'exclusion scolaire, en fait, hein, c'est Oui, ça? les décrocheurs scolaires, Ouais. les personnes handicapées, jeunes adultes, et à l'intérieur de l'école, à l'extérieur, après l'école, et à la recherche du travail, à travers des différentes initiatives, surtout liées à le système ordinaire d'emploi. Hein. Et autres personnes vulnérables, par exemple les femmes victimes de violences, beaucoup d'immigrants, évidemment, nous avons beaucoup de maisons où nous faisons l'accueil, la première accueil en Italie, et après nous faisons la formation linguistique, au travail, etc. Et une expérience très longue pour nous et très importante pour moi, c'est pour les personnes dans les prisons de toute la région. Et nous, tout ça, le faisons dans notre province de Bologne, mais et aussi dans toute la région Emilia-Romagna, parce que nous avons activité dans beaucoup de villes. Là-bas, la IFP, c'est la formation pour les jeunes. Et les activités sont dans les domaines de l'électricité, du restaurant, de l'administration, etc., etc. Plus ou moins 400 étudiants. Activités pour les entreprises, évidemment, avec des... Ah non, pardon, c'est une autre chose. FP, entreprise de formation, c'est-à-dire que nous avons vu dans la Belgique et aussi quelquefois en France des expériences où il y a une modalité différente pour intégrer la formation et l'entreprise. Et nous avons fait et créé une entreprise de formation. En Belgique, il y a les entreprises de formation par le travail, l'EFT. Et alors nous avons vu les expériences très intéressantes parce qu'elle va compléter, elle va introduire dans les parcours de formation une activité réelle et contrôlée pour nous et pas pour une autre personne. Non? Et nous avons un restaurant de formation à Bologne, le Torri s'appelle, et un atelier de formation à Faenza. C'est une expérience d'intégration entre faire l'activité d'entreprise à l'intérieur d'une formation ordinaire. Voilà, ça, activité pour l'entreprise. OK. Et une dernière chose, nous faisons partie de beaucoup de réseaux, non? Oui, oui. Et réseau régional de formation, réseau national de formation. Et nous sommes une coopérative et nous faisons partie aussi du système de la coopération italienne, Conf Coopérative, qui a une organisation régionale, nationale, européenne, etc. Et à travers notre réseau, faisons partie des réseaux européens. Non? Okay. L'activité de réseau est très importante. Très bien, merci beaucoup Giacomo. Et dans un français parfait. Ouais. Voilà, alors Karine, à vous de présenter un petit peu peut-être les deux organismes dont vous faites partie, le Conseil bruxellois de coordination sociopolitique et le Centre de recherche de Bruxelles sur les inégalités sociales. Oui, bonjour. Alors en fait, c'est deux structures associatives, donc des associations non lucratives, qui se trouvent à Bruxelles, mais qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne. Parce que parfois, quand on parle de Bruxelles, en France, il y a une sorte d'association. Oui. Bruxelles, c'est l'Union européenne. On n'a rien à voir avec ça. Nous, on est Bruxelles, bruxellois, deux structures bruxelloises. En fait, la première, c'est une structure de recherche qui fait de la recherche pour la lutte contre les inégalités sociales. On n'est pas lié à une université, donc c'est vraiment une émanation purement associative. Et ça veut dire aussi que ces deux structures, donc tant la structure de recherche que l'association en tant que telle, ne sont pas des structures de première ligne. Donc on est surtout là en appui pour les professionnels. Une des particularités de la structure de recherche, c'est que nous travaillons exclusivement, ou nous essayons en tout cas, de travailler en recherche collaborative, c'est-à-dire avec les personnes concernées. Donc vraiment, ce qu'on veut faire, c'est mélanger les savoirs et reconnaître et valoriser les savoirs des personnes concernées par la problématique qui est étudiée et croiser les savoirs des personnes concernées, des académiques et des professionnels pour avoir un enrichissement des connaissances. Et la structure associative à laquelle c'est lié, donc le CBCS, est une association un peu charnière entre les professionnels de terrain et les pouvoirs politiques, les politiques publiques. Et dans ce cadre-là, nous avons fait une étude aussi sur la mutualisation qui visait à voir si mutualiser des moyens, parce que les pouvoirs politiques pensent souvent qu'en mutualisant, on va faire des économies.
Et donc l'étude a un peu montré d'autres choses, mais peut-être que je vous réserve ça pour tout à l'heure. On va y venir. Alors je reste avec vous, Karine, parce que évidemment, on est tous curieux de savoir si ça marche en Italie et en Belgique comme en France, hein. Alors je vais revenir sur un certain nombre de constats que tout le monde connaît, hein, et essayer de ne pas dresser un tableau trop noir, mais en France, on va dire que les associations voient leur financement diminuer, elles subissent les appels à projets, la concurrence avec le secteur lucratif, pas dans tous les secteurs, mais dans certains secteurs. On l'a vu dans un certain nombre de nos échanges durant ces 2 jours. Il y a des fois un manque de visibilité, hein, en matière de politique sociale. Est-ce que la situation elle est la même en Belgique ou en Belgique tout est parfait, tout va bien? En Belgique, les frites et la bière, ça va très bien. Le reste, c'est un peu moins le cas. Donc, je crois que les constats sont vraiment similaires. En fait, on a un tissu associatif très riche. Il y a 140 000 associations en Belgique, mais aussi très éclatées, très dispersées. Et le financement est très important au niveau des pouvoirs publics, puisque 3/4 des associations en fait, dépendent des subsides des pouvoirs publics pour fonctionner. Et ces subsides représentent en moyenne, évidemment, plus ou moins 60% de leurs ressources. Mais ces subsides sont en diminution depuis des années déjà, ou s'ils ne sont pas en diminution, en tout cas les coûts augmentent et donc ils ne sont pas alignés sur l'augmentation des coûts. Et puis ces subsides, en fait, ils viennent intervenir pour des actions de terrain et pas pour la bonne gestion d'une association. Et là, effectivement, il y a de plus en plus de couches d'administration, de contrôle, etc. Il faut produire de plus en plus de rapports qui absorbent une énergie énorme. Donc, je pense que là, on se rejoint donc là, on est pareil, sur ces constats. D'accord. Par rapport à l'appel à projet aussi, malheureusement, c'est, je ne vais pas dire la nouvelle donne parce que c'est depuis déjà quelques temps, mais ça génère à la fois une surcharge évidemment de travail, d'énergie, et en plus une concurrence au sein même du secteur associatif qui fait que l'éclatement est encore plus important. Et j'y reviendrai peut-être par la suite dans une des questions ultérieures. D'accord. Avant que vous poursuivez, moi, il y a une question aussi, puisqu'on l'a forcément évoqué, cette question de l'attractivité des métiers, de la solidarité. Est-ce qu'en Belgique, on est dans des phénomènes un peu similaires aussi? Voilà, c'est effectivement le troisième point que j'allais justement soulever, c'est que du coup, évidemment, ça fait des conditions de travail très compliquées. L'appel à projet, ça veut dire aussi que ça génère une précarisation des associations et des personnes qui travaillent dans ces associations, sans aucune certitude du demain et de l'après-demain. Et donc, évidemment, ce n'est pas très attractif. Et outre la saturation qui est engendrée par la charge administrative, etc., il y a aussi à cela un manque de personnel qui vient se rajouter. D'accord, très bien, très bien. Giacomo, est-ce qu'en Italie, le ciel est plus bleu? Oui, rosso-bleu. Oui, en Italie aussi, les ressources pour les soins sociaux et de santé ont diminué. Et je vais lire, c'est mieux pour vous. Et pendant longtemps, l'économie sociale de plusieurs régions italiennes a dû participer à des appels d'offres publics pour du personnel à bas prix des travailleurs dans des services publics de santé et d'éducation. Mais il faut faire un peu de contexte. Et l'Italie est un pays long et étroit. Il y a 20 régions, dont 15 sont à statut ordinaire et 5 à statut spécial. La Sicile, le Trentino Alto Adige, la Sardaigne, etc. Et certaines compétences sont entre les mains des régions, notamment celles liées aux politiques sociales de santé du travail. Et l'État ne garantit qu'une partie des fonds aux régions. Chaque région porte une lourde responsabilité et toutes ne réussissent pas, dans le cadre de leur autonomie, à répondre aux besoins, dû à l'augmentation de la pauvreté, à la croissance des coûts de la vie, à la diminution des transferts des fonds de l'État vers les régions. Mais toutes les régions ne sont pas égales. Il existe encore des différences importantes entre les régions du Nord et celles du Centre et du Sud. Toutes les régions sont merveilleuses et riches de patrimoine. Et certains pays n'ont à se rendre compte de profiter au maximum du patrimoine. Je vis à Bologne, et en Emilia-Romagne, une région riche où il n'y a pas de chômage et où, à contraire, les entreprises recherchent des travailleurs, notamment dans les secteurs de tourisme, logistique, agriculture, gastronomie, protection sociale, services de santé.
La qualité des soins de santé correspond aux standards européens les plus élevés. La première université de Bologne en Europe est celle de Bologne. Les systèmes sociaux et éducatifs scolaires sont structurés, publics, avec le soutien du secteur social privé. C'est une des rares régions qui n'est pas être gouvernée pour la Lega Nord et la DRA de la Meloni. Après, et je suis contente. Et après la pandémie, l'argent extraordinaire du Recovery Fund est arrivé, tant d'argent, beaucoup à dépenser. Oui, l'argent qui venait d'Europe, hein, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça, Ouais. qui passe pour l'État. Oui, c'est ça, c'est le budget qui avait été. Et rapidement, il doit être à dépenser rapidement et à des niveaux de risque élevés. Parce que spéculation, on doit faire criminalité. Il faut avoir beaucoup d'attention. Mais l'excellent système régional de santé publique avec la pandémie a accumulé d'énormes dettes. Et l'État ne rembourse pas ce qu'il a promis. L'Emilia-Romagna est en train de se réorganiser, mais elle a d'énormes problèmes de manque de personnel qui n'arrive pas toujours à remplacer pour manque d'argent et aussi pour manque de personnes qui ne choisissent pas les professions sociales et sanitaires parce qu'elles sont difficiles, non reconnues et mal payées. Et comme j'ai déjà dit, il y a toujours une pénurie de travailleurs. D'accord, très bien. Je veux dire autre chose, mais... Oui, non, mais ça ira. Moi, je voulais basculer justement par rapport à ce que tu nous dis. Alors, c'est très intéressant ce que tu nous dis parce que tu nous dis que, en fait, il y a des régions en Italie autonomes où l'État verse une partie des fonds, mais après, ça dépend des régions. On sait qu'en Italie, et ça, c'est parce qu'on les a tous vus aux infos, il y a quand même une prise de pouvoir de l'extrême droite, hein, voilà, de la droite un peu forte. Totalement droite. Voilà, totalement à droite. Et en fait, on se posait la question de savoir si ça avait un impact sur les associations. Et quand on a préparé la table ronde, tu m'as dit, mais en fait, cette espèce d'autonomie des régions nous prémunit aussi de politiques nationales qui peuvent être variées en fonction des couleurs politiques. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, vous savez qu'il y a quelques années, je pense qu'à niveau européen, il a, pour la première fois, à niveau européen, il a fait des lois sur l'économie sociale. Non? Et notre région et notre département, il a pris tout ça et dans ce moment, il est en train de faire des activités sur le terrain, la partie publique avec tous les partis de l'économie sociale solidaire et dans quelques cas aussi des sujets de l'économie ordinaire. Et nous sommes en train de faire peut-être, j'espère beaucoup, des actions de coprogrammation et de coprojetation. C'est-à-dire, nous allons participer comme organisme du privé social et du privé solidaire à l'activité d'analyse et de coprogrammation des lignes pour intervenir dans notre difficulté, dans notre territoire, sur les problématiques de l'inclusion. D'accord, ça veut dire que les régions coopèrent directement avec l'Union européenne pour mettre en œuvre cette loi de l'ESS. Oui, c'est ça parce que la région est autorité de gestion directement sous Bruxelles. D'accord. Donc en définitive, si je te comprends bien, le fait qu'il y ait des changements politiques à l'échelle nationale, à l'échelle de l'État au niveau national, ça n'a finalement pas beaucoup d'impact sur ce qui se passe dans les régions où c'est... Oui, surtout pour l'argent. Et je pense que oui, le contexte national, oui, c'est difficile parce que la ligne politique, c'est clair. Et ce n'est pas la ligne que je préfère, évidemment. Mais dans notre région, pour le moment, il n'y a pas encore l'effet direct. Parce que nous avons encore un président. Nous avons les élections, nous allons voir, parce que c'est une question difficile. Hein. Mais nous avons le président qui est un président qui résiste. Non? Parce qu'il a fait des choses très importantes. Et mais il a des difficultés économiques parce que la pandémie, il était très, très fatigante. L'inondation de l'année passée, dans la région de la Romagne, c'était très, très difficile. Effectivement, tout l'export que nous avons, surtout vers certains pays, la Russie, par exemple, sur la partie de l'agroalimentaire, qui pour l'Emilia-Romagna c'est très important, il est terminé. Il y a des difficultés de l'économie. Nous avons beaucoup de ressources, évidemment, beaucoup de tourisme, beaucoup d'attractivité dans ce moment, mais c'est vrai que la difficulté pour les familles elle est en train d'augmenter, et surtout la pauvreté, aussi à niveau régional,
n'est pas diminué, elle est en train d'augmenter. D'accord, ok, très bien. Karine, sur ce côté, l'impact éventuellement de la montée des populismes, on ne peut pas dire que la Belgique soit directement frappée par des victoires un peu, peu intéressantes, on va dire. Mais je sais qu'il y a une différence peut-être entre la Wallonie et la Flandre. Est-ce qu'il faut faire une différence? Est-ce que, alors je ne sais pas si vous êtes en connexion avec les associations en Flandre, mais est-ce qu'il y a un impact de cette montée des populismes sur les politiques sociales en Flandre? Alors, je vais pas commencer ici à expliquer les difficultés d'organisation politique de la Belgique, qui me dépassent déjà largement et qui vont tous vous endormir, je pense. J'aimerais peut-être prendre la question par un autre bout. Alors oui, on est en contact avec des associations flamandes aussi parce qu'on est sur le territoire de Bruxelles. Oui, il y a sans doute peut-être un peu plus d'extrémisme d'un côté du pays que de l'autre, mais je vais pas tellement rentrer dans ces questions-là parce que oui, c'est pas ça qui est marquant, ouais, bien sûr. Ce qui est intéressant peut-être, et je raccroche ça à l'étude de mutualisation que nous avons faite, c'est que dans cette étude où on a interrogé le secteur associatif sur les besoins et les raisons de mutualiser, il y a 5 raisons principales qui ont émané de la littérature et des discussions. La première, c'est augmenter la qualité de service, parce que c'est le non marchand, c'est le non lucratif, et donc ce qui compte, c'est le service à l'usager. La deuxième, c'est améliorer la professionnalisation. Donc justement, les compétences comptables, informatiques, juridiques qu'il faut avoir. La troisième, c'est quand même essayer de réaliser des économies d'échelle. La quatrième, c'est la nature même de toute mutualisation et mutuelle, c'est la solidarité, c'est-à-dire moi, association qui me porte bien, je vais aider une association qui se porte moins bien. Et la dernière, c'est l'autonomie, et c'est là que je veux en venir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a vu, entendu, mais qu'on n'a pas observé sur le terrain dans une concrétisation. Et l'autonomie, ça veut dire quoi? C'est de mutualiser pour être plus fort ensemble. Et mutualiser pour être plus fort ensemble, c'est-à-dire devenir plus indépendant de pouvoir public, mais aussi jouer ce rôle de contre-pouvoir et d'imposer une autre vue, peut-être que la vue dominante, principale. Et ça, on le voit très peu sur le terrain. C'est-à-dire pouvoir contester les politiques mises en œuvre, apporter des alternatives, etc. Voilà. C'est ça, d'accord. Et on n'a pas eu malheureusement trop l'occasion, parce que là de nouveau c'était un appel à projet et donc on avait 1 an pour faire l'étude, mais on n'a pas eu trop l'occasion de creuser pourquoi. Les postulats, les hypothèses par rapport à pourquoi contre-pouvoir ne s'observe pas sur le terrain, c'est peut-être de 2 ordres. Le premier, c'est justement l'éclatement des structures associatives, leur diversité, leur éparpillement et aussi une volonté de tenir à son identité. Et donc, les associations ont leur identité propre et c'est difficile de trouver l'identité collective qui permet de faire front. Et la deuxième hypothèse, c'est de dire que les associations considèrent peut-être que c'est moins leur rôle et que c'est plus un rôle qui revient à des fédérations qui sont plus instituées, etc. Mais donc, voilà, pour revenir à la question de la montée du populisme, il pourrait y avoir un rôle là à jouer par les associations, mais qui est difficile à... Oui, c'est une manière de résister en mutualisant et en organisant les moyens pour retrouver un certain rôle politique, en fait. Hein. C'est ça. Ok. Oui, tout à fait. Justement, alors, tu nous as expliqué le contexte particulier, Giacomo, justement, avec cette autonomie des régions, qui peut servir de bouclier contre voilà, des résultats aux élections nationales qui peuvent être des fois inquiétantes. Mais en même temps, tu nous as dit, à l'intérieur des régions, il y a quand même un manque de moyens. Il faut aspirer la crise sanitaire et puis un certain nombre aussi de catastrophes, les inondations, tu faisais référence aux inondations. Est-ce que les associations, comme en Belgique, où il y a ces stratégies de mutualisation, tu parlais beaucoup du réseau. Est-ce que le réseau, c'est quelque chose de très développé en Italie et ça permet justement de trouver plus de moyens, d'être plus autonome par rapport au financement public, de plus faire entendre aussi une parole politique? Qu'est-ce qui caractérise, comment les associations italiennes résistent et font entendre leur voix et travaillent sur la qualité de la réponse? Oui, l'économie sociale et solidaire pendant la pandémie, sont été les entreprises qui ont
qui ont résisté plus de toutes les entreprises. Et ils ont résisté, ils ont normalement, comment se dit, ils sont cresciuti, ils sont devenus plus grandes, plus fortes. Oui, elles se sont développées. 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 Je suis président de la petite coopérative qui a 84 salariés. Et après de la pandémie, nous avons un bilan pas grand, 1,7 million d'euros. Dans ce moment, nous avons un bilan de 2,5 millions d'euros. C'est paradoxal. Hein? Et voilà. Je pense qu'on a souvent tendance à penser que la réalité qui compose le troisième secteur, c'est-à-dire les institutions sans but lucratif, les coopératives, les associations, les fondations, dont l'objectif est d'occuper des plus faibles et de l'environnement dans l'intérêt de la communauté, ont des besoins et des exigences différentes de celles des entreprises au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire celles qui agissent pour générer des profits. En réalité, ce n'est pas le cas. Les organismes actifs dans le domaine social sont pour la plupart structurés comme des véritables entreprises, mais avec une activité différente, plus noble, si l'on peut dire. Et elles ont les mêmes besoins que les entreprises, notamment en matière de transformation. Tout comme les PME, les petites et moyennes entreprises, veulent se transformer pour attendre mieux avec plus d'efficacité les plus en plus de citoyens. La coopérative ou l'organisation à but non lucratif doit évaluer pour mieux présider les territoires et fournir des services de plus en plus ponctuels et utiles pour répondre aux besoins réels de la communauté. Le fondateur du mouvement et qui a généré CEFAL, s'appelle Giovanni Bersani, était un partisan. Il était député de la République italienne, il était ami de Robert Schuman et de Jean Monnet, mais aussi d'Altiero Spinelli et d'Alcide De Gasperi, cofondateur de l'Union européenne, dont il a été député pendant 10 ans. Il a écrit la première loi italienne sur la coopération agricole pour les travailleurs agricoles exploités par les latifondistes, devenant copropriétaires plus protagonistes pour leur propre travail et pour les propres destins. Il a créé des ONG pour s'occuper des pays en voie de développement. Il a été le premier président de l'Union des pays panafricains, conférence de Lomé. Et je vous dis ces choses parce que ce monsieur, comme j'imagine, vos fondateurs, était un homme comme nous, qui a traversé son époque en gardant toujours ensemble la pensée, les valeurs et les actions concrètes pour protéger les parties les plus vulnérables du monde de l'époque. Et à partir d'un homme ordinaire, il est devenu extraordinaire parce qu'il a laissé des signes et des œuvres qui ont fait une différence, ont changé un monde des ruines à bien-être généralisé pour tout. Aujourd'hui, nous ne devons pas ne plus succomber au piège de la médiocrité qui gangrène nos systèmes. Aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes et de femmes extraordinaires qui affrontent les forces avec la force de la culture et des principes, qui transcendent les frontières et les barrières que certains voudraient encore aujourd'hui construire, ou des ponts des plus faibles et des plus désarmés. Votre congrès affirme une fois de plus la fierté de prendre soin et de nous engager. Aujourd'hui, c'est une chose extraordinaire. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons aider notre monde à être inclusif et solidaire.